Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence S'unir pour mieux construire, les festivals francophones face aux défis contemporains. Merci au marché du film du Festival de Cannes, au Festival Hub de nous recevoir pour parler de ce projet. Mon nom est Guillaume Caillard, je suis directeur général du Festival de film Cinémania à Montréal au Québec et j'ai le plaisir de co-animer cette discussion ce matin avec Séraphine Angoulin, consultante en développement de stratégie pour l'industrie cinématographique et audiovisuelle en Afrique. Mais Séraphine, je te laisse te présenter et puis présenter ensuite nos intervenants. Très bien, bonjour à tous, merci d'être venus aussitôt. Sachant qu'on est à Cannes, 10 heures, c'est quand même tôt. Donc merci. Je suis ravie d'être là. En effet, je travaille sur différents projets de structuration en Afrique, sur les enjeux de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel sur le continent africain qui est en pleine émergence. Donc il y a différents sujets, mais ce n'est pas l'endroit pour en parler aujourd'hui, mais j'adorerais. Je vous présente nos intervenants qui viennent un peu de partout, qui ont des parcours et des profils assez intéressants et qui vont nous permettre d'ouvrir cette discussion sur le cinéma francophone, comment les festivals francophones accompagnent cette diversité de cinéma dans cet écosystème francophone, quels sont les enjeux d'aujourd'hui et de demain, en quoi la pandémie a impacté la manière de consommer à travers les festivals, où on en est aujourd'hui sur la circulation du cinéma francophone. Donc voilà, c'est un sujet qui est assez intéressant et structurant. Donc je vous présente Marjorie Vélard, la directrice d'antenne de TV5 Monde. Et des acquisitions et des programmes, voilà, de TV5 Monde. Je vous présente également Nicole Gillet qui s'occupe du Festival international francophone de Namur. Très bien. Je vous présente également Mélanie Clériot qui s'occupe du Festival du cinéma francophone d'Acadie. Et Christopher Buchholz. Est-ce que j'ai bien prononcé ? Oui, moi je dis aussi Buchholz, mais il y a un micro de... Buchholz, pardon. Donc Christopher Buchholz du Festival international du film francophone de Tübingen. Est-ce que c'est bien prononcé ? Très bien. Donc avant de démarrer, de rentrer dans le cœur du débat, il est intéressant de se poser la question de c'est quoi la francophonie, c'est quoi la définition de la francophonie, qu'est-ce qu'on appelle le cinéma francophone ? Marjorie, peux-tu nous éclairer sur ce sujet ? Il y a plusieurs définitions en fait de la francophonie. Il y a celle que donne l'Organisation internationale de la francophonie et que vont reprendre éditorialement les festivals francophones, qui est de dire que la francophonie est un espace culturel, et qui réunit les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Et il y a celle qui dit que la francophonie est un espace culturel, mais aussi linguistique autour de la langue française, et qui va donc réduire le cadre éditorial au cinéma de langue française. Voilà. Donc après, à chaque délégué général de faire sa définition. Les deux sont justes. Il n'y a pas de... Voilà, en ce qui concerne TV5, la mission de la chaîne, qui est aussi opérateur de la francophonie, comme l'OIF, est de promouvoir les productions francophones de langue française. C'est aussi lié. Voilà, donc nous, on considère à TV5 Monde l'espace culturel et linguistique. Très bien. Est-ce que les différents patrons de festivals sont d'accord avec cette définition ? Ou il y a des variantes ? Alors, c'est clair que cette définition, elle est tout à fait exacte. Et chacun, comme l'a dit Marjorie, a le droit aussi de mettre le curseur là où il le veut. C'est clair que pour nous, on a vu aussi, puisque le Festival de Namur, cette année, fête ses 37 ans, on a vu une évolution de cette francophonie. Dans un premier temps, les films, par exemple, maliens ou sénégalais étaient en langue française, mais une langue et un jeu qui était très théâtral, pas naturel. Aujourd'hui, un film sénégalais sera en wolof, en bambara, avec un peu de français. Ce sera la langue de la rue, ce sera plus juste, plus vrai. Et voilà, nous, c'est comme ça que l'on conçoit les choses. Et on ne met pas comme curseur la langue française. C'est vrai que ce qu'on cherche, ce
que l'on prend, nous, c'est la définition de l'OIF, à savoir une diversité culturelle et des pays qui appartiennent à l'espace francophone. Donc on peut trouver un film sénégalais qui sera 100% en Wolof, par exemple, ou trouver un film tunisien qui sera 100% en arabe. Mais voilà, ce sont des films de pays producteurs de l'espace francophone, et c'est ça que l'on a retenu, nous, comme critère, et c'est comme ça qu'on a évolué. Mais chacun est libre de voir la francophonie comme il l'entend. Et vous, Christopher, vous en dites quoi? Ça marche, oui. Ben, nous, c'est pareil, mais ça dépend. Après, nous, on est dans un pays, c'est l'Allemagne. Donc, le public allemand s'attend peut-être plus à des films français. Donc, quand on leur montre un film roumain en roumain, ils sont un peu étonnés, ils sont un peu déçus. Ou en anglais. Moi, j'ai un ami, Yvan Gauthier, qui est réalisateur français, qui est parti en Amérique parce qu'il n'arrivait pas à tourner en France. Il a fait un film, je l'ai montré parce que j'ai dit, écoute, c'est pas parce qu'il a dû s'exporter pour pouvoir faire son cinéma, il reste français, et je montre ce qu'il fait. Donc je pense que c'est important de montrer toute la production de la francophonie, où qu'elle soit, et pour montrer aussi que le rayonnement et voilà, tous nos intérêts. Les Suisses romands, ils font beaucoup de documentaires qui sont à l'étranger, et c'est fascinant. Je voudrais juste intervenir. C'est vrai que par rapport au documentaire, on ne va pas demander à un réalisateur qui appartient à l'espace francophone de ne tourner que sur l'espace francophone. C'est un regard, quelque part, de la francophonie sur le monde. Donc ça pourrait être un documentaire d'un réalisateur belge aux États-Unis. Ça ne me pose aucun problème. C'est le point de vue d'un francophone sur le monde, dans ce cas-là. Très intéressant. C'est cette diversité qui est intéressante. Oui, et structurante aussi. Que chaque éditorial, moi quand je vous parle de langue française, c'est la charte de TV5, donc c'est la ligne éditoriale, c'est ce pourquoi TV5 existe. Ça ne nous empêche pas d'être partenaire, par exemple, d'être partenaire de beaucoup de festivals, il y en a plus d'une trentaine dans le monde, d'être partenaire par exemple de Namur, qui a une ligne éditoriale beaucoup plus large. Mais c'est justement cette diversité et le choix de chaque délégué qui fait la particularité de chaque festival. Et ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple, nous étant en Allemagne, oui, je trouve fascinant de voir par exemple un Allemand qui tourne à Marseille. Alors son film sera peut-être allemand, mais tourné en français. Et donc je trouve ça vraiment beau de voir comment voit le voisin notre pays, et vice-versa quand un Français tourne en Allemagne. Et donc un film comme ça intègre la francophonie ou pas? Pour moi, oui, parce que là, à ce moment-là, il est peut-être allemand, mais il est tourné en France. Et il est tourné en français. Donc ça veut dire qu'un film, par exemple, afghan, d'un Afghan tourné, je ne sais pas, au Québec, est un film qui fait partie de la francophonie? Peut-être, oui, parce qu'il est parlé en français, il est peut-être produit par des Québécois. Enfin, il faut rester ouvert, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? Mais oui, c'est clair que moi, tout ce que vous dites me rejoint, puis correspond assez à la définition, à l'idée de mosaïque aussi, de culture, de langue qui compose l'espace francophone. Après, nous, en Amérique du Nord, au Québec, on va parler du Nouveau-Brunswick aussi, on a une réalité peut-être plus vive sur la question de la langue. Donc le français, je dirais pas que c'est un combat, mais en fait oui, je pense qu'on peut le dire, c'est un combat. Et on a une réalité politique, institutionnelle qui nous ramène à une francophonie plus via l'usage du français. Après, nous, à Cinémania, on travaille sur l'idée de populariser et de faire connaître ce qu'est la francophonie internationale. Ce qu'on dit souvent, c'est que Cinémania est là pour susciter, pour faire naître, pour animer le sentiment d'appartenance à la francophonie internationale. Alors aujourd'hui, on est face à cette problématique aussi. Moi, je trouve que c'est un problème assez intéressant, c'est-à-dire que la francophonie, dans la tête des Québécois, des Québécoises, ça peut être surtout d'abord, avant tout, l'usage de la langue française. Mais aujourd'hui, notre mandat, c'est de faire découvrir cette mosaïque de culture. Donc de plus en plus, on se permet alors que l'essence de Cinémania, c'est de montrer des films à langue française, on se permet de montrer des films, par exemple, on a montré l'an dernier Mahamat Saleh Haroun, Lingui, Les liens sacrés, qui est un film tchadien où il n'y a pas un mot de français. C'est une majoritaire en français, quand même.
Oui, mais la langue, c'est particulièrement... Il n'y a pas trop de français dans le film. C'est une majoritaire en français. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, c'est une production Il n'est pas, donc il y a 51%. il n'est pas 100% en français, mais la langue majoritaire est en français. Mais en tout cas, il y a beaucoup de films, par exemple du monde arabe ou du Maghreb, qu'on va présenter et qui ne sont pas du tout en français. On parlait ce matin de Sous les figuiers, tu mentionnais qu'il n'y a pas du tout... Donc on va de plus en plus présenter ce genre de films pour faire connaître la francophonie comme un espace pluriel, avec des langues aussi diverses que partout ailleurs. Et Mélanie ? Oui, je crois qu'il est sur un territoire où la francophonie n'a même pas forcément la même place qu'au Québec. Peux-tu nous en parler ? Quelles sont tes problématiques par rapport Alors oui, donc voilà, moi je travaille pour le Festival international du cinéma francophone en Acadie. Pour vous situer, c'est dans une province, donc le Nouveau-Brunswick, qui est au sud-est du Québec, qui est la seule en fait province officiellement bilingue du Canada. C'est-à-dire qu'on a, la population est à 70% anglophone et à 30% francophone. Fait encore plus, peut-être pas encore plus qu'au Québec, mais on a aussi un combat avec la francophonie, pour la langue française, qui est encore plus particulier que celui du Québec, parce qu'on est en milieu minoritaire. Donc c'est vrai que pour nous, l'aspect francophone est très important, parce que notre public, c'est souvent la seule opportunité qu'il aura de voir des films en langue française. Ils vont pas sortir, on a très peu de sorties au cinéma, à part quelques gros noms. Par exemple, je pense à Maria Chapdelaine de Sébastien Pilote, qui était sorti en salle. Mais à part ça, les films, en fait, on ne les voit pas. Donc c'est un peu ça qu'on essaie d'insuffler quand on bâtit notre programmation, c'est de comment faire rayonner le cinéma de la francophonie, que ce soit canadienne, que ce soit international. Mais on veut aussi, comme le disait Guilhem, apporter cette diversité où on va présenter des films, des espaces francophones. On se base sur vraiment la définition d'espace culturel, comme en parlaient Marjorie et Nicole, parce que pour nous, puis je veux dire, on a aussi cette réalité maintenant de plus en plus au Canada avec les langues autochtones. Je pense que les langues locales, c'est très important. Ça, pour moi, ça fait partie de la francophonie, mais ça fait partie de l'identité de ces pays francophones. Puis on veut encourager cette création dans les langues locales. Et je veux dire, on a aussi une grosse part de production, nous, locale, acadienne, où voilà, c'est des différences de français canadien. Si les personnes, nous, on a une sorte de dialecte qui s'appelle le chiac, qui est un mélange de français et d'anglais. Il y a des cinéastes qui vont l'utiliser, puis on veut aussi encourager ça, parce que, comme le disait, je pense que c'est toi, Nicole, c'est vrai que c'est plus, on sent que c'est plus juste dans la façon d'approcher les films. Merci. On va rentrer plutôt maintenant dans l'aspect structuration de vos différents festivals. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, Nicole, Mélanie et Christopher, quelles sont vos problématiques opérationnelles quand on mène de front comme ça un festival avec une spécificité de ligne éditoriale liée à la francophonie? Ça rajoute une problématique sur des territoires où ces contenus ne sont pas forcément aussi facilement diffusés. Quelles sont vos problématiques donc de structuration, de coordination et de sourcing aussi des contenus? Nicole? Voilà, oui, mais je voyais que ça allait venir. En fait, c'est vrai que 2 années de pandémie ont fait que la circulation de l'information a été beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est vrai que trouver et pouvoir aborder, être dans d'autres festivals pour rencontrer des réalisateurs, des producteurs, connaître ce qui s'en vient au niveau de l'espace francophone, c'est important. Donc, on s'interroge et on s'aide mutuellement. C'est vrai que j'interpelle souvent Guilhem pour lui demander est-ce que tu as des infos sur le cinéma québécois. La circulation de l'information sur le cinéma québécois est relativement aisée, mais c'est vrai qu'on a besoin aussi d'avoir des retours, de percevoir aussi comment sur le territoire les films vivent, quelle est cette nouvelle génération. Et avec la pandémie, ça a été un peu plus compliqué, mais là où ça devient beaucoup plus compliqué, évidemment, c'est dans des festivals comme le FESPACO, comme Carthage, comme différents festivals qui sont à l'international orientés cinéma
africains. Donc là, oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés à faire circuler les invités. Ça a été des problématiques assez complexes. Donc là, aujourd'hui, on est heureux de pouvoir reparticiper à un festival et de pouvoir rencontrer ces différentes personnes. Donc, avec Marjorie, on s'aide aussi. On vient de se parler d'un film, elle me dit, il faut absolument que tu le vois. Moi, je lui dis, j'ai découvert ça. Et tout ça est primordial parce que on a besoin d'avoir à la fois des rencontres, des retours. Et bon, c'est comme ça que les choses aussi se font. Et ce que je voudrais juste ajouter, les échanges dont tu viens de parler, et d'ailleurs c'est aussi l'objet de notre présence aujourd'hui, je sais que tu veux mentionner, mais il y a un besoin aussi de les institutionnaliser, entre guillemets, parce que le mot est lourd et puis ça pourrait signifier beaucoup d'aspects administratifs derrière, mais ce qu'on veut faire, nous, c'est différent. Donc, on veut créer ce réseau qui s'appelle la Concorde, d'union entre les festivals, parce que justement, le genre de rapport que tu viens de mentionner, il est inégal en fonction des acteurs. Donc, il y a des liens forts avec Namur, Cinémania, Angoulême, par exemple, le festival du film francophone d'Angoulême, mais ce n'est pas tous les festivals de films francophones qui bénéficient de cet accès à d'autres événements et de cette expertise. Donc ça, fait partie des problématiques éventuelles, les besoins pour s'équiper sur lesquels on travaille actuellement, je pense. Mélanie, pouvez-vous compléter ? Oui, nous, en fait, c'est un petit peu différent. C'est oui, ce besoin de s'unir, etc. C'est vrai qu'on est dans une région qui est peut-être un petit peu plus excentrée. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on est à 10 heures de route de Montréal. C'est pas tout le monde qui veut faire le déplacement. Bon, c'est juste quelques heures d'avion, mais on parlait des défis pour se déplacer, pour déplacer des artistes. Voilà, c'est vrai que quand on se retrouve un petit peu aussi loin, c'est toujours un défi de se faire connaître et d'avoir de la circulation des personnes, mais aussi des films, en fait, parce qu'on est aussi sur un moment de l'année où, justement, on est à peu près en même temps que Cinémania et d'autres festivals. Et donc, c'est tout un défi, des relations qu'on doit bâtir avec des distributeurs et avec ces autres festivals, justement, pour essayer de voir est-ce qu'on peut partager des invités, est-ce qu'on peut avoir accès à des films, surtout que, par exemple, beaucoup de distributeurs et de cinéastes veulent avoir des premières montréalaises dans des gros centres. Donc, c'est comment vivre en tant que plus petit festival francophone dans une plus petite région pour avoir accès à ces mêmes ressources et faire vivre notre festival et apporter du contenu de qualité à notre public. Christopher, partagez-vous les mêmes problématiques en Allemagne ? Oui, alors je pense que c'est toujours différent si on est en francophonie ou en dehors. Et dans notre cas, c'est vrai qu'on se bat pour la langue française qui perd du terrain face à l'espagnol, à l'anglais. Et on est un festival, donc on n'a pas. Quand on est en francophonie, on a la chance d'avoir des distributeurs qui sortent des films, donc les deals sont différents. Nous, on a à peu près 80 longs métrages qui sont montrés, donc c'est beaucoup de travail pour le program manager Hassan Ugur, qui est là d'ailleurs, et qui doit dealer des films avec des vendeurs. Et donc financièrement c'est difficile. Et puis bon, heureusement on a aussi un groupe, on a un cinéma africain, un focus africain, donc ils partent au FESPACO, ils vont un peu se renseigner depuis très longtemps. C'est un groupe aussi historiquement, je crois que c'est parmi les premiers en Allemagne à avoir amené le cinéma africain. Mais donc c'est un gros travail. Et puis bon, avec le corona, ça a été difficile. Heureusement qu'il y a eu le online. Mais ça, peut-être, on pourra en parler. Oui, on va en parler dans la deuxième. Mais ça a permis aussi au festival peut-être d'atteindre des gens au-delà de nos villes, parce que c'est toute l'Allemagne qui en profite. Mais c'est formidable de pouvoir se rencontrer.
Donc ce qu'on comprend ce matin, et depuis un moment, parce qu'on discute depuis longtemps là-dessus, c'est qu'il y a des enjeux de communication, de circulation d'informations, de fédérer sur une plateforme potentiellement toutes les informations sur les contenus, d'échanger de plus en plus entre vous, parce qu'il y a un vrai enjeu aussi de diversité de contenu dans cet espace de francophonie. L'idée, c'est d'avoir aussi des films qui viennent de partout. Et comment avoir accès à ces films? Nicole, vous avez mentionné les films africains qui sont parfois difficiles d'accès, encore plus en période de pandémie. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ça, par exemple? Quelles sont vos problématiques vraiment opérationnelles? Comment vous arrivez, sachant que, juste si on fait un focus, cette année à Cannes, il n'y a pas énormément de films africains. Donc si vous êtes déplacé pour en voir comment vous pouvez en programmer, peut-être que vous n'en aurez pas assez pour votre prochaine édition. Donc comment vous allez faire cette année pour programmer des films qui viennent par exemple des pays du Sud où à Cannes vous n'avez pas pu en avoir assez? Quels sont vos leviers? Alors les leviers, c'est clair qu'on est ravis de pouvoir, comme je disais, être en présentiel parce que tout ne se fait pas online et les connexions ne sont pas toujours aisées, même sur notre propre territoire. Hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est important de, comme je disais, rencontrer du monde. Il y avait hier la conférence de presse du FESPACO. Je savais qu'en allant à cette conférence de presse, je rencontrerais à la fois des producteurs, à la fois des réalisateurs, à la fois des personnes ressources qui peuvent nous donner des informations sur ce qui est en train de se mettre en place, sur des projets qui sont en train de se finaliser. Alors, on a, comme tout festival, j'imagine, une liste de films qu'on enrichit d'année en année. Et il y a certains films qu'on a depuis 2 ans, 3 ans. Avec cette pandémie, oui, ça s'est un peu arrêté pour certains. Donc, on va à la recherche, comme je le disais, d'infos. Et c'est vrai que sans pouvoir circuler de manière aisée, ça a freiné beaucoup l'échange, ça a freiné beaucoup la construction de ces plannings, enfin pas de ces plannings, mais de ces tableaux où on se dit, tiens, j'avais entendu parler d'eux, qu'est-ce qu'il en est? Donc on a besoin des uns et des autres et pouvoir collaborer, participer, c'est vraiment ça qui est en plus. Alors oui, c'est vrai que je tourne peut-être en rond en disant il faut se voir, mais je crois qu'il n'y a rien de plus essentiel que justement la vraie rencontre, parce qu'au-delà de ça, oui, on va peut-être aller voir un film. Là, on parlait, tu as dit, Guilhem, je parlais de Sous les figues, et puis après, on a enchaîné sur un autre film, et on fait par ce biais-là des échanges, on fait par ce biais-là des ponts avec, tiens, il faut que tu rencontres tel producteur, il faut que tu vois tel programmateur. Il n'y a pas dans chaque territoire un line-up, si je puis dire, des productions de ces différents pays. Donc oui, dans certains endroits, on va utiliser des festivals et dans d'autres, on a besoin de personnes ressources. Juste, je vais rebondir directement. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'aurais vraiment aimé savoir qu'il y avait une conférence du FESPACO, parce que c'est toujours un défi, en étant aussi loin, d'assurer vraiment une découvrabilité des films africains. Donc c'est vrai qu'on a des échanges informels, mais tu vois, c'est ce genre d'information. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on voulait un peu parler de ça aujourd'hui. C'est vrai que parler entre nous, c'est inestimable pour avoir ce genre d'informations-là, de pouvoir savoir ce qui se passe, échanger des informations sur des films, rencontrer des personnes. Mais ça veut aussi dire, pardon, je vous interromps, qu'il vous montre qu'un outil. Un outil qui référence toutes les informations, les calendriers, les rendez-vous liés à l'industrie et surtout des pays du Sud où vous avez peut-être moins de points contact qui peuvent vous permettre d'accéder à des informations exhaustives. Peut-être qu'il vous manque ça. Un endroit où toutes les informations sont structurées et selon vos besoins à l'instant T, vous pouvez identifier quelles sont les personnes que vous pouvez rencontrer pour tel projet. Il y a une conférence de presse du FESPACO. Est-ce qu'elle est en ligne, pas en ligne? Peut-être qu'il vous manque un logiciel qui vous permette d'avoir tout ce même niveau d'information. Mais justement, Séraphine, par rapport à ça, moi je trouve qu'il faut toujours faire attention avec la création de nouveaux outils.
comme la création d'une nouvelle plateforme. Si on veut défendre la découvrabilité, il faut travailler avec les plateformes existantes et justement s'associer avec les professionnels qui mettent en avant les films sur les plateformes. L'outil justement qu'on veut mettre en place, c'est cette concorde. C'est un espèce de truc non officiel, c'est un logiciel non officiel qui va permettre justement d'être parfois, par exemple, un bras armé de la coproduction, qui est, ça peut être un exemple, la coproduction francophone. Aujourd'hui, en tout cas au Canada, c'est un objectif fort à la fois du gouvernement canadien, mais aussi du gouvernement québécois en matière de cinéma. Et comment défendre cette coproduction à l'intérieur d'un réseau où se parlent de manière très régulière des directeurs de festivals et même éventuellement d'autres acteurs. Ça peut permettre à des talents, d'accompagner des talents sur des questions de circulation. Par exemple, on a Théodore Pellerin, qui est un acteur québécois, est ici à Cannes. Il tourne à partir du mois prochain pendant 6 mois en France, alors qu'il tournait aux États-Unis. Des gens comme Rosemary Perrault aussi font de la coproduction avec la Belgique, le Luxembourg. Donc ces gens-là, au sein d'un réseau, aider à faire la promotion de ces personnes et accompagner de manière non formelle toutes sortes d'initiatives de mise en relation. C'est aussi cette forme-là que ça peut prendre. Mais ça devient formel finalement, parce que quand vous vous associez, vous allez créer des récurrences peut-être de rendez-vous, ou vous allez peut-être aussi définir ensemble, chacun a sa ligne éditoriale et sa stratégie de programmation, et ça, il ne faut pas que ça change bien entendu, mais vous allez essayer de créer des ponts en fait, et d'avoir des raccourcis, je suppose. Parce que si Nicole a une proximité avec des programmateurs africains, Mélanie va pouvoir en bénéficier et être au courant que voilà, il y a tel rendez-vous à tel endroit, mais peut-être le dire comme ça juste sur le bouche à oreille, peut-être que c'est pas l'idée. Quand je parle d'outils, c'est juste comment vous faites en termes d'outils, informels ou formels, pour, dans la Concorde, cette initiative qui vient de Cinémania, destinée au festival francophone, comment vous faites pour, entre vous, pouvoir optimiser les différentes ressources, profiter du fait que peut-être que sur la partie, on en parlera tout à l'heure dans le détail, mais partenariats par exemple, peut-être que Guilhem a des partenariats privilégiés dont peut-être Christopher pourrait bénéficier pour donner peut-être plus d'envergure pour X ou Y enjeux de son festival. J'ai l'impression que la Concorde répond à cet enjeu-là de coordonner les forces et de partager les compétences, de ce que je comprends. Mais si je peux dire quelque chose, parce que on vit une époque quand même où il y a énormément de flux d'informations. C'est-à-dire qu'on reçoit des vendeurs, on reçoit de partout, on peut aller chez Unifrance, enfin, on reçoit, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de films qui sont inscrits directement. C'est-à-dire que ça vient surtout par les vendeurs, les distributeurs, mais dans le temps, moi je suis réalisateur, j'envoyais mes courts-métrages, et avec les courts-métrages c'est encore comme ça, mais il y a de moins en moins ça. Et donc, où sont... Du coup, on a le tip of the iceberg, et je suis sûr qu'il y a plein de réalisateurs qui ont fait des films qui sont là, qu'on pourrait découvrir, mais qu'on ne découvre pas. Et on est submergé par des centaines de films qui ont des vendeurs ou des distributeurs, et donc on n'a presque plus le temps de voir ces gens-là, et c'est important. Et il faudrait faire quelque chose, peut-être que l'OIF peut organiser une plateforme, il faut aussi que les gens soient au courant, mais où ils puissent, comme sur Cinando, au Festival Scope, peut-être mettre quelque chose. Moi, à Unifrance, pour les courts-métrages, je suis inscrit, je peux voir les courts-métrages directement là. Donc il faut aider les jeunes réalisateurs à nous contacter, ou savoir qui contacter et comment être vu. Parce qu'en même temps, c'est vrai, moi je reçois tous les vendeurs constamment, les nouveaux films, donc il y a quand même beaucoup d'infos. Mais il faut aider les jeunes. Marjorie, que penses-tu de tout ça? Parce que toi, à ton niveau, en termes d'antenne, j'ai l'impression que tu n'as pas trop de difficultés à avoir accès à des contenus. Ah si. Beaucoup? Bon, ça vient pas tout seul. Alors évidemment,
Alors, déjà sur les outils, l'OIF, par exemple, il y a des outils. Je pense que ces outils ne sont pas optimisés, on ne les connaît pas forcément. Alors, chacun a son réseau, se débrouille comme il peut, et c'est la mise en commun de ces informations, le travail à faire. Mais l'Institut français a une plateforme, l'OIF a une plateforme, enfin, on a tous des plateformes. Faut juste le faire savoir. C'est toujours pareil. C'est le faire savoir. Si on ne trouve pas de film africain, c'est essentiellement un problème de faire savoir. En fait, c'est pas qu'il y en a pas, c'est que, par exemple, ils sont pas là, quoi. Enfin, ils sont peu là, en tout cas. Et pas représentés dans leur diversité. Et c'est pas que cette année. C'est vraiment récurrent. Si on veut chercher de la production d'Afrique francophone, il faut aller en Afrique. Hein. Voilà. Donc nous, comme on fait à TV5 Monde, nous, notre mission, c'est d'assurer la découvrabilité du meilleur de la production francophone à travers le monde. Donc voilà, c'est des films des 5 pays, maintenant 6 partenaires de TV5 Monde, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Québec, le Canada, la Confédération Suisse, la France et maintenant Monaco. Donc bon, ça, les réseaux sont proches, finalement, même si le Canada est plus loin, c'est quand même proche. Pour ce qui est de l'Afrique, on est partenaire de beaucoup de choses, notamment de la production africaine. On est partenaire du Fonds pour la jeune création francophone avec le CNC, la SODEC, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SACD belge, la SACD... bref, tous les partenaires et Génération Film qui administrent ce fonds et qui est en Afrique. Donc ces projets que nous soutenons, on les suit et puis on voit ce qu'ils deviennent, et on sait, puisque l'engagement de TV5 porte sur l'acquisition de 75% des œuvres soutenues. Voilà, donc on les porte à l'écran et ou sur la plateforme TV5 Monde Plus. On est partenaire de l'OIF aussi, sur le fonds Images la francophonie, qui est une commission sélective et qui aussi finance le cinéma, mais aussi la télévision dans les pays francophones. On suit aussi ce qu'on fait. On a créé un nouveau fonds à l'initiative du gouvernement de Canada, qui est aujourd'hui aussi financé par la France et la Suisse. On attend la Belgique, qui s'appelle le Fonds Francophonie TV5 Monde Plus, qui est un soutien sélectif aussi à la production de contenu, et notamment de cinéma, pour la plateforme gratuite mondiale TV5 Monde Plus. Et lorsqu'on est partenaire de festivals francophones, il peut y avoir plusieurs axes de partenariat. Ça peut être une couverture éditoriale, un échange de visibilité simple. Donc voilà, une bande annonce du festival qui va passer sur les antennes pour en assurer la promotion. Ça peut être une couverture éditoriale, ça peut aller jusqu'à une programmation spéciale sur les antennes, un rail sur TV5 Monde Plus lorsque les droits le permettent, parce que je vous rappelle que les droits s'acquièrent. Pour nous, c'est pas donc c'est en fonction des disponibilités des droits, de la chronologie des médias dans chaque territoire. Et c'est comme ça qu'on y arrive, mais c'est vrai qu'on est un petit peu le réceptacle en tant qu'opérateur de la francophonie de tout. Donc on est beaucoup sollicité par les festivals, on est beaucoup sollicité par les vendeurs, par les producteurs et par les fonds de subvention, les institutionnels aussi en général. On s'appuie beaucoup aussi sur les institutionnels, notamment l'Institut français, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils sont là en même temps, mais c'est vrai que chacun fait ses opérations. Chacun fait ses opérations de promotion ou de découverte de cinéma. Il n'y a pas de hub vraiment.
Et on constate avec la multiplication des tables rondes, je m'agace assez, c'est qu'on voit tous ces gens faire des tables rondes sur le même sujet, en fait, à des dates différentes, des heures différentes, et souvent des mêmes intervenants. Et on se dit, pourquoi on n'en fait pas une ? Et comme ça, c'est vertueux pour tout le monde. Voilà. On est aussi partenaire du groupe francophone d'Unifrance qui réunit l'ensemble pas que les Français, mais l'ensemble des partenaires francophones pour la circulation des œuvres en Afrique, des œuvres, on va dire, francophones en Afrique, mais aussi le contraire, des œuvres africaines en France et puis ailleurs, puisque, par exemple, Nicole est au groupe francophone d'Unifrance. Ça vous donne une vision assez privilégiée parce que vous avez une vision globale de ce qui arrive, de ce qui est en train de se faire, de où on en est sur la circulation de ces contenus à travers les festivals, parce que vous êtes en interaction avec eux, dans vos antennes aussi. Mais c'est vrai que comparé à nos autres interlocuteurs à ce tour de table, vous avez une vision plus globale quand même. Et oui, puisque nous avons été créés par l'ensemble de ces pays francophones qui ont décidé un jour de créer un outil de découvrabilité mondiale de leur production. Et cette entreprise s'appelle TV5 Monde. C'est l'avantage. Donc ça veut dire qu'en effet, TV5 Monde a aussi ce rôle institutionnel. Je suis un peu rémunérée pour ça, vous voyez, par l'ensemble des pays francophones. Mais ça veut dire aussi que vous faites partie des personnes ressources dans tous les cas pour des festivals. Si Christopher cherche à identifier des talents venant de je ne sais quelle zone francophone, oui. Vous êtes la personne ressource potentiellement pour lui. C'est possible, oui. Bon, après, il faut que vous ayez le temps pour répondre à toutes les sollicitations, mais c'est vrai que vous êtes une fonction assez privilégiée pour avoir une vision globale de où on en est sur l'industrie du cinéma francophone aujourd'hui. J'aimerais qu'on fasse un petit point, à part si Nicole, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Oui, je voulais ajouter, c'est vrai qu'il y a donc, comme Marjorie le disait, à la fois ce groupe francophone chez Unifrance, et puis il y a ce nouveau fonds, enfin qui a quelques années maintenant, mais qui permet, si on se renseigne sur ce fonds donc de la jeune création francophone, de voir justement en amont les projets qui sont aidés, qui vont se produire. Et là, c'est une ressource qui est exceptionnel, parce que c'est vrai qu'on a du coup les informations à la base. Il y a une plateforme qui donne les infos sur ces différents films, et c'est à nous de les suivre. Ça fait partie de notre job aussi. Donc on ne doit pas toujours nous mettre toutes les informations dans les mains. Il faut aussi aller à la recherche. Donc j'ai eu l'avantage de participer les premières années au jury qui lisait les projets. J'ai été ravie de voir cette jeune création. Et par exemple, l'année dernière, à Cannes, il y avait le film de Jessica Généus, Freda, qui a obtenu une aide dans ce cadre-là. Enfin, il y a plein de projets qu'aujourd'hui on découvre, et que, oui, moi j'ai eu la chance de pouvoir les suivre en lisant les scénarios. Et c'est là, et c'est Génération Film donc, qui gère ça, c'est une base qui est essentielle, parce que voilà, ça donne des infos sur cette jeune génération. Mais bien sûr, tous les films ne passent pas par là, et il faut aller aussi au niveau des différents pays qui ont parfois des bases un peu construites, où on peut retrouver des infos, mais bon, c'est pas toujours évident. Enfin, il faut aussi faire son taf, quoi. Oui, il faut aller dans les festivals, par exemple en Afrique, au FESPACO, à Carthage, à Écran Noir. Il faut aller à la source et rencontrer cette création aussi. Je pense que. Mais je pense qu'on a souvent aussi des enjeux budgétaires, des enjeux de moyens, c'est-à-dire que, et même sanitaires, ça veut dire qu'on peut pas se déplacer, et même sécuritaire d'ailleurs, on peut pas se déplacer partout comme on veut. C'est certain. Vous savez que certains territoires sont quand même très complexes géopolitiquement parlant, et aussi budgétairement, parce que tous les festivals n'ont pas le même budget, et c'est vrai que se déplacer une semaine pour un festival de l'autre côté du monde, ça peut coûter très cher et être un vrai poids pour un festival. Christopher, tu arrives à te déplacer dans les différents festivals? Oui, on a quand même un certain budget, mais voilà, on ne peut pas en faire 36. On va à FESPACO, Berlin, Cannes, et je vais aussi en Suisse et aussi à Montréal. Et après,
bon, on a tellement d'autres films qu'on voit, qu'on nous envoie, donc on voit beaucoup. Mais on a une grande chance. Ce groupe, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas se cacher. Il y a de la concurrence entre festivals, mais pas, pour moi, dans les festivals francophones. On est une grande famille. Alors, il peut y avoir une concurrence avec un festival qui va sortir dans ton territoire un peu avant toi ou après toi. Mais nous, il n'y a aucune raison qu'il y ait une concurrence. Donc, on peut beaucoup se conseiller, se parler et s'entraider. Et ça, c'est une grande force. Mais justement, tout simplement, un des outils, on le mentionne souvent en exemple, mais 2 festivals qui sont sur le même territoire. Donc, par exemple, le FICFA qui a lieu juste après Cinémania ou juste avant le Festival international du film de Rouen-Noranda, dont on a le directeur général ici. Tout simplement, quand on fait venir un talent, on va essayer de l'avoir pour ces 3 événements. C'est très beau sur le papier. Parfois, c'est difficile à réaliser, mais ça fait partie justement des éléments à mettre en place. On évoquait les plateformes de diffusion. Quand il y a eu la pandémie, c'est pas tous les festivals qui ont réagi de la même manière, selon le budget. Au Québec, on a eu la chance d'avoir des dotations assez importantes de la SODEC, par exemple, pour financer la diffusion en ligne. Le Luxembourg, le Festival du film de Luxembourg m'a proposé d'embaucher la personne qui, à Cinémania, avait géré la création et la mise en place de cette plateforme. Ce sont aussi ce type de circulation de ressources, d'objets mis en place. Par exemple, je suis très inspiré par le talent lab que vous faites sur les jeunes acteurs de demain du monde francophone à Namur. C'est sûr que j'aimerais bien mettre ça en place un jour. La première personne à qui je vais en parler, ça va être Nicole. Peut-être même, si tu as un peu de temps, mettre ça en place à Cinémania. Enfin bref, c'est ce genre de choses, tout simplement aussi, la Concorde. Oui, partager les compétences, les connaissances, faire circuler l'information. Je trouve ça très édifiant parce que ça donne une belle perspective pour le cinéma francophone dans sa diversité. Parce qu'autour de table, il n'y a pas encore tout le monde, mais parmi les cinémas francophones qui adhèrent à la Concorde aujourd'hui, Guilhem, tu peux tous nous citer quelques-uns qui ne sont pas forcément dans les zones C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui sont tout petits aussi. Oui. Moi, par exemple, il y a un festival qui nous tient beaucoup à cœur à Cinémania, c'est Focus on French Cinema, qui est à Greenwich dans le Connecticut. Ils font un travail formidable, très localisé, vraiment petite communauté. Mais de toute façon, c'est comme ça que c'est très éclaté aux États-Unis. Il y a plein de petits marchés plutôt que quelque chose de grand. Mais eux n'ont pas accès justement à des ressources. Ils n'ont pas le même historique. Donc l'idée, c'est d'amener aussi des événements plus modestes d'une certaine manière. Ou alors, par exemple, l'Andorre, qui est un partenaire de Cinémania, qui a un vrai problème de francophonie, si je puis dire. Ils sont membres de l'OIF depuis de nombreuses années, mais aujourd'hui, c'est un pays qui est très, très tourné vers l'Espagne. Et on a rencontré récemment des représentants du gouvernement andorran qui veulent justement revenir sur une place un peu plus francophone. Donc, le festival Ulnu, qui veut dire l'œil nu, qui est le grand festival d'audiovisuel à Andorre-la-Vieille, va adhérer à ce réseau pour justement pouvoir retrouver des outils, des canaux de communication, des idées aussi. En fait, on parle aussi tout simplement d'idées. Ça a l'air bête, mais c'est extrêmement important. C'est essentiel, en effet. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que des gens dans le public ont le droit de poser des questions? Oui, on a encore un petit chapitre à aborder et après on fera des questions. Parce que je vois que Berbel Mauch est arrivée, peut-être qu'elle peut parler de l'Afrique. On aura des ponts à créer en effet. Ouais. Donc là, j'aimerais qu'on fasse un petit focus, on en a un petit peu parlé, sur la pandémie, sur comment ça a impacté vos festivals, les antennes de TV5 notamment, et voir aussi vers quoi on va en termes de diffusion de contenu dans les zones francophones et vers quel type d'usage et de consommation de ces contenus on va. Donc c'est intéressant de commencer par Marjorie, par exemple, qui pourrait nous dire en quoi la pandémie a peut-être changé les usages côté TV5.
Alors, il y a deux choses. Il y a les antennes et la plateforme. Alors, évidemment, en temps de pandémie, on a couvert la pandémie, voilà. Mais en termes de production de programmes, évidemment qu'il y a eu des retards de production. Mais ça, c'est pour tout le monde, hein. Enfin, tous les pays. Donc voilà, notamment sur la fiction, le documentaire, mais aussi les magazines, hein, et puis les coûts afférents liés à la production qu'on peut monter. Donc on a nous ce qu'on appelle les coûts Covid, hein, comme tout le monde, qu'on a dû gérer par redéploiement budgétaire, hein, puisqu'on n'avait pas nécessairement plus de budget pour ça. Bon, pour des productions qui se retrouvaient en difficulté, hein, parce que toutes les productions se sont retrouvées en difficulté. On a un petit peu assoupli, on va dire, les échéanciers de paiement. On a aussi parfois rajouté du budget en faisant peut-être moins de nouvelles choses, mais essayer de mener à bien, dans les meilleures conditions, les projets qui étaient lancés. On n'a pas eu de problème de résultats, on n'a pas eu de trou de noir à l'antenne, de trou de programmation, mais c'est vrai que ça a été décalé. Mais nous avons construit pendant la pandémie et lancé TV5 Monde Plus, donc une plateforme gratuite mondiale. Tu nous en parlais Oui, on l'a lancé avec 2500 heures. TV5 Monde Plus, vous pouvez la télécharger dès aujourd'hui sur vos téléphones, vos tablettes ou vos ordinateurs. C'est gratuit et elle présente des programmes francophones. C'est une plateforme généraliste, donc avec du cinéma, des séries, mais aussi du documentaire, des reportages, de la découverte et des partenariats culturels que nous avons aussi avec l'UNESCO, avec Unifrance par exemple. On a relayé My French Film Festival. Ici, vous découvrirez un rail sur Cinéma Positif, puisqu'on est partenaire du Cinéma Positif. Donc on a mis en avant un peu des films et des programmes liés à la thématique sociale. Voilà, une programmation spéciale Cannes. Donc on suit comme ça des événements de calendrier, des partenariats qu'on a avec les festivals. On l'a lancé avec 2500 heures de programme. Aujourd'hui, on est à 6700 heures de programme en provenance du Canada, du Québec, de la Belgique francophone, de la Suisse et aussi des pays d'Afrique. Et les pays d'Afrique, on essaye de couvrir toute l'Afrique francophone, hein, pas simplement l'Afrique de l'Ouest, mais aussi l'Afrique centrale. Ce qui est très intéressant, puisqu'on y mesure l'audience exacte des programmes, contrairement à ce qu'on peut faire sur les antennes, hein, puisqu'il n'y a pas de mesure d'audience fiable dans tous les territoires que l'on couvre. Là, on peut voir pays par pays, hein, comment ça fonctionne. C'est très très chouette de voir que des séries africaines ou des films africains comme Moulou, par exemple, fonctionnent partout dans le monde, partout. Que les séries québécoises font un carton aussi en Afrique. Comme quoi, les questions d'accent et tout ça sont des fausses questions. Que les gens viennent y chercher de la diversité. C'est vrai que le digital accentue la curiosité pour des contenus. Ouais, voilà, exactement. Alors bien sûr, il y a toujours des titres plus connus, plus fédérateurs, mais ils vont entraîner une consommation, une curiosité du reste. Et c'est ce qu'on constate sur l'évolution d'audience de la plateforme. On commence par... ensuite, ce qu'on propose, c'est pas uniquement des nouveautés, mais on propose aussi de redécouvrir le patrimoine de tous les pays. Donc il va y avoir des grands classiques français, comme il va y avoir des grands classiques du cinéma africain. Mais donc, si je t'interromps, excuse-moi, ça veut dire que cette plateforme était déjà prévue avant la pandémie, ou c'était l'opportunité via la pandémie de se dire, voilà, non, elle était déjà prévue. D'accord. Elle était déjà prévue. L'idée de cette plateforme est née au sommet de la francophonie à Erevan entre les présidents français et canadiens. Donc à l'initiative et donc on a décidé de créer cette plateforme pour assurer
cette découvrabilité, on l'a voulu gratuite. Ok. Voilà. Très bien. Donc, Et- c'est pas facile en termes de droit. Hein. La gratuité, c'est toujours Oui. compliqué pour les ayants droit. Donc, on l'a financé grâce à du budget canadien au départ, et québécois, puis et par redéploiement de nos autres budgets. Puis, au résultat, on a mis 18 mois à le faire. On a voulu tenir, malgré la pandémie, la date de lancement. Elle a aujourd'hui 1 an et demi. C'était septembre 2020. Et En tout cas, elle est arrivée à point nommé parce qu'à ce moment-là, les gens avaient vraiment une envie de continuer à avoir des contenus qui viennent de partout. Les salles dans plein de pays, dans le monde entier, étaient fermées. Donc c'est vrai que c'était un très bon calendrier quelque part. Voilà. Alors, la pandémie, c'est un hasard de calendrier. Oui, mais c'est quand même un très bon calendrier. Et ça ne nous a pas arrangé tellement de le faire en télétravail. mais voilà, puis après, la difficulté du faire savoir aussi, parce que quand vous n'avez plus de festival, vous n'avez plus c'est compliqué de réunir les gens, d'assurer la communication de ce nouveau produit dans le monde, puisqu'il est accessible mondialement. C'est plus difficile aussi, mais bon, pour autant... Bon, voilà, on est assez content du résultat qui progresse et surtout qui progresse de manière équilibrée. Je dirais pas un lead d'un pays par rapport à un autre. Voilà. Alors chacun participe à nourrir cette plateforme, donc tous les pays francophones, soit en programme libre de droit de nos chaînes partenaires, soit en acquisition. Voilà. D'accord. C'est intéressant de comparer avec ce qu'ont pu mettre en place les festivals. Est-ce que vous avez, vous aussi, vous êtes orienté vers la digitalisation des contenus ou vous avez préféré ne pas maintenir les événements pendant la période de pandémie? Qu'avez-vous mis en place, nous, ça nous a sauvés. Enfin, même si je pense que pour moi, un festival, c'est quelque chose de live où on fait des rencontres. Mais il y a 2 ans, quand on a fait le online... 100% online, du coup? Non, on a toujours été hybride. D'accord. Mais la première année, le festival a dû s'arrêter, le live, au milieu du festival. Et heureusement qu'on était aussi en ligne. D'accord. Et ça a très bien marché, mais il y a une fatigue avec le en ligne. C'est-à-dire qu'on voit, l'année dernière, ça a marché, mais moins bien. On va le faire cette année. Il y a un moment, j'espère ne plus devoir le faire. Parce que là aussi, il y a une concurrence entre les festivals, parce que tout d'un coup, on est sur tout un territoire. Donc ça veut dire qu'à Hambourg, ils vont pouvoir voir et vice-versa, ce qu'on montre ou ce qu'ils montrent. Et donc, ça donne plus de visibilité aussi à votre festival. Ça donne plus de visibilité, ça c'est bien. Et aussi avec les écoles, nous on fait un gros travail avec les écoles. Donc il y a des écoles tout d'un coup à Berlin qui peuvent voir les films qu'on montre. Mais c'est vraiment... Ce qui est compliqué, c'est que tout le monde est tellement habitué à Netflix et autres, ils pensent que c'est pour toute l'année. Je reçois des mails, ils disent « Oui, c'est bien, mais enfin, pourquoi ça coûte un peu cher et puis ça pourrait être toute l'année ou 3 mois ?» Alors on dit « Non, c'est un événement. » Non, et donc, c'est autre chose que Arte ou TV5 Monde. Nous, on s'adresse au grand public. Voilà, le festival, c'est dans le monde. On s'adresse parfois au grand public, mais aussi beaucoup à des professionnels. Moi, je sais que procéder aux acquisitions, c'est en ligne. Franchement, c'est pas pareil. C'est mieux d'être sur place, de voir. On a besoin de sentir aussi le marché. On a besoin de le sentir. En ligne, on le sent pas. Ce qui est dans l'air du temps, ce qui s'en vient, c'est en parlant, en échangeant que on arrive à détecter vers où on doit s'en aller, chacun pour conserver sa spécificité, pour asseoir son festival ou le dialogue B2B, B2C, c'est pas le même.
C'est le cœur du métier. Exactement. Je veux dire, un festival, nous, à Cinémania, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, comme on le mentionnait, ça nous a sauvés. La première année, on a fait 100% en ligne et on a eu des résultats extraordinaires. Ça a été comme un coup de pub énorme pour le festival qui cherche tous les jours à davantage se faire connaître. La seconde année hybride, bon, les résultats sont légèrement moins intéressants parce que c'est sûr que les deux offres, d'une certaine manière, se concurrencent, volet en ligne, volet physique. Moi, je pense que maintenant, ce que ça nous a appris, c'est qu'il faut davantage travailler avec ceux dont c'est le cœur de métier, de créer, de mettre en place des plateformes, de défendre les contenus sur des plateformes existantes, les géants de ce monde, donc Netflix, YouTube, Amazon, iTunes, etc., enfin Apple+. Et je crois que vraiment, nous, il faut les festivals, et notamment avec une problématique francophone, ou plutôt un thème francophone plutôt que problématique, on est des prescripteurs de contenu. Donc l'idée, c'est de s'associer avec des partenaires dont c'est déjà le cœur de métier, TV5, des diffuseurs ou toutes sortes d'autres organisations, pour prescrire les contenus, pour dire ça, c'est un film à aller voir. C'est ça notre métier finalement, comme un magazine, comme spécialisé en cinéma, sauf que nous, on est un festival. Et je crois que le physique, c'est important d'y revenir parce que des festivals qui créent des plateformes partout dans le monde, des milliers de plateformes ça a été important pendant la pandémie. Aujourd'hui, ça peut être un volet peut-être plus minoritaire qui vient compléter, mais le plus important, c'est de trouver des partenaires installés et de prescrire le contenu. Mélanie, vous êtes d'accord avec ça ? Plus ou moins, parce que c'est vrai que de notre côté, donc basé à Moncton, au Nouveau-Brunswick, on est le seul festival francophone de notre province. Il n'y a personne d'autre qui fait ce qu'on fait. On est quasiment aussi il y a peut-être un autre festival de films, pas nécessairement francophone, dans la province. Donc c'est vrai que pour nous, l'outil du en ligne est très intéressant pour justement essayer de rejoindre, de proposer en fait du contenu au reste de la province qui sinon est un petit peu oublié en fait, parce que les gens, on va être honnête, ils vont pas nécessairement faire 5 heures de route pour se rendre à notre festival. C'est pas réaliste de penser que oui, il y a l'aspect touristique, mais voilà, ils vont pas se déplacer sur de si longues distances, même s'ils n'ont pas de films francophones dans leur coin. Donc c'est vrai que pour nous, cette plateforme, c'était au début quand même une opportunité pour essayer justement de nous proposer en fait un service. On voit ça comme un service qu'on proposait à notre public, plus que comme nécessairement seulement une façon d'avoir un festival pendant la pandémie. Fait que c'est sûr qu'on veut travailler là-dessus. Après, évidemment, il y a plein de défis. C'est justement les défis de droits de diffusion avec des distributeurs qui sont quand même très frileux pour avoir ce contenu, enfin pour proposer ce contenu au festival. Donc c'est de comment est-ce qu'on peut travailler pour avoir des choses qui sont intéressantes pour notre public, tout en quand même gardant, comme disait Guilhem, pour nous c'est aussi quand même super important de garder l'aspect physique de notre festival, parce que voilà, c'est un moment où la communauté se retrouve, peut échanger, peut découvrir, peut partager. Puis je pense que c'est ce qui fait notre ADN en tant que festival, pas que francophone, mais de présenter les choses en personne, même si cet outil en ligne, voilà, je pense pas qu'on pourra s'en passer, mais il faut qu'on ait une réflexion sur son utilisation pour que ce soit plus que juste on présente un film là parce que c'est pratique puis que ça va rejoindre des gens. Une utilisation plus ciblée. Nous, par exemple, les courts-métrages ont très très bien fonctionné. On est allé chercher tout un nouveau public à l'extérieur du Québec. C'est clair que ça, c'est très important, mais peut-être davantage cibler les contenus au sein de la programmation, les sections, les volets de la programmation. Oui, voilà. Puis, attends, donne-moi 3 secondes, Nicole. C'est surtout aussi que, étant donné qu'on est très ancré localement, nous, on a tout un volet en fait sur la production locale, sur la production acadienne, donc en français local. Donc pour nous aussi, c'est une façon d'apporter ce contenu acadien puis de le faire un peu connaître ailleurs. Nous, c'est une réalité tout à fait différente, puisque la première année, on a eu la chance de pouvoir faire notre festival en 2020 et en 2021. On était dans des petites fenêtres où c'était ouvert. Donc en 2020, on a fait un volet en ligne qui n'a pas marché.
Les gens avaient juste envie de venir en salle, de revoir du public, de partager, de rencontrer des réalisateurs. Alors c'est vrai que le festival était tout petit, mais ça n'a pas fonctionné en ligne. L'année suivante, donc en 2021, c'était déjà plus large. Le festival était plus conséquent. On a fait un catch-up. Donc après le festival, on a pendant 15 jours offert la possibilité de voir quelques films et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, on a vécu deux choses tout à fait différentes. C'est vrai que le public en 2021 était là dans les salles et en plus eh bien, a participé à des projections après le festival sur cette plateforme. Et on se dit qu'on continue à avoir après le festival, la possibilité de visionner des films qui auront été diffusés, soit dans nos compétitions, et là par contre chez nous, pas du tout de court-métrage parce que ça n'a pas fonctionné le court-métrage. Donc on a chacun des réalités assez différentes, mais proposer du contenu à des personnes qui n'ont pas la possibilité peut-être de se déplacer ou qui au-delà du festival vont pouvoir visionner des choses qu'ils n'ont pas eu le temps de visionner. Voilà, ce sont ces différents publics qu'on a eu sur cette plateforme et on se dit qu'on doit continuer bien sûr à avoir un volet hybride tout en favorisant d'abord et avant tout, parce que comme tu le dis, c'est notre ADN, un festival en présentiel où les gens viennent voir et partagent. C'est ça notre aussi baseline au festival, c'est partager le cinéma en vrai, en grand. C'est ce qu'on préconise, c'est pouvoir avoir des émotions avec du public dans une salle, avoir des émotions et rencontrer ceux qui ont fait les films et parler entre nous de films qu'on a pu voir. Ici, on se faisait la réflexion hier, c'est vrai, on a une billetterie, là on peut chacun entrer dans les salles quand c'est possible. Mais avant, on discutait dans les fils de tous les films qu'on avait vus avec des gens totalement inconnus et c'était un plaisir d'entendre toutes ces personnes parler de cinéma. Alors, c'est ce qu'on vit dans le cadre de nos événements quand effectivement les gens se croisent dans les salles, après ils se parlent de films et c'est ça l'objectif. Mais il faut protéger les cinémas quand même. Nous, on décale le online parce que je pense qu'il faut... Pour l'instant, c'est les cinémas qui ont les plus gros risques, en tout cas, peut-être pas en France, mais je pense aussi, mais il y a une vraie culture du cinéma en France. Mais en Allemagne, là, je vois l'hécatombe, et donc de faire un online parallèle, je pense que c'est un mauvais choix. Et donc, en fait, nous, ce qu'on fait, on révèle 2 jours avant le online le programme, pour que les gens se disent pas, je vais attendre le online et pas aller au cinéma. Mais je pense que dans le cadre des festivals, les gens attendent des rencontres. Comme tu l'as expliqué, Nicole, c'est que les gens veulent rencontrer des talents, veulent se croiser, alors que quand on est sur une plateforme, on attend autre chose. Mais quand un festival a lieu, l'idée, c'est de se déplacer pour l'événement et de partager cette passion du cinéma. C'est pareil pour un distributeur. On dit les distributeurs n'envoient pas toujours les films ou les personnes dans un festival. Ils le font quand ils ont intérêt à le faire. Pardon, mais on parle quand même, ils font du business, quoi. Donc le festival en question, il va s'interroger, le distributeur, avant d'y mettre son film, savoir qu'est-ce que ça va générer derrière. Donc en termes de vente, en termes de distribution locale, en termes d'aller chercher des financements, par exemple, pour un nouveau projet, etc. Donc il ne faut pas non plus rester dans un monde de juste la découvrabilité pour un festival. Il y a des doit enjeux y avoir derrière. un marché, même si c'est pas un marché en tant que tel, achat-vente, etc. Mais il doit y avoir un tissu commercial autour du festival qui incite les producteurs ou les distributeurs à y envoyer les films et les talents. Parce que c'est pas juste pour être gentil. Vous semblez avoir envie d'en parler. Oui, non, les petites villes. Enfin, nous, on a une chance, Tübingen, on a une ville, c'est un conte de fées, quoi. On se croyait chez Hansel et Gretel. Donc, c'est petit, c'est comme un village presque. Et c'est ce qui marche bien dans les festivals, c'est que tous les réalisateurs se rencontrent. Le public peut prendre un café ou croiser les gens. Et donc, ici, c'est petit aussi, Cannes, en fait. C'est pas Berlin, qui est trop grand. Mais on ne peut pas tellement les voir, avec un peu de chance, mais si on protège quand même les comédiens, les réalisateurs, mais dans des petits festivals ou des petites villes comme chez nous, on les croise. Ah oui, c'est formidable pour le public. Nicole, à votre initiative, un événement s'est créé il y a quelques années qui s'appelle le Trophée de la francophonie.
C'est une super initiative qui est très suivie. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous parler un peu des perspectives de cette initiative ? Alors, c'est vrai que les trophées francophones, c'était l'objectif de pouvoir faire circuler des œuvres, des artistes, de mettre en exergue et d'offrir une visibilité dans différents territoires et particulièrement en Afrique, puisque les premiers trophées se sont faits à Dakar, on est allé aussi au Liban, on est allé à Abidjan, on est allé à Yaoundé. Donc c'était vraiment de pouvoir faire circuler à la fois des œuvres, des artistes et créer ce réseau de rencontres, de montrer qu'il y a des œuvres magnifiques dans ces différents territoires et c'est vrai qu'on retrouve des films français, belges, mais aussi sénégalais, maliens, burkinabés. C'était ça, de pouvoir offrir des rencontres dans le cadre de ces différents territoires, de faire circuler ces œuvres avec ces comédiens, ces réalisateurs. Pour nous, faire un volet à la fois diffusion, faire un volet aussi rencontre professionnelle avec la profession locale, s'appuyer aussi sur cette jeune génération, pouvoir échanger avec eux, parce qu'on a chacun à apprendre de l'autre, nous d'eux, eux aussi de nous, donc de toutes ces œuvres, et puis essayer de mettre en exergue par le biais de trophées des talents qui viennent de nos différents pays. Donc voilà, c'est vrai que c'est un projet qui a permis, on était l'année dernière à Kigali, pouvoir faire ces rencontres, c'était important, mais c'est vrai que la pandémie n'a pas facilité la donne. Aujourd'hui, on réfléchit encore avec les trophées sur une manière de peut-être sortir un peu de ce volet compétitif, parce qu'on se rend bien compte que dans nos territoires du Nord, les Césars, les Magritte, les prix sont un peu moins suivis, mais mettre en lumière des talents confirmés, des talents émergents, faire que ce réseau, que ces professionnels de ces différents espaces francophones se rencontrent, pouvoir faire profiter les uns et des autres de ces rendez-vous, de ces visibilités, c'est vraiment l'objectif. Et on y croit, et on a vu quand on est allé par exemple à Dakar la première année que les gens étaient tellement heureux de pouvoir retrouver différentes œuvres, de pouvoir rencontrer, de pouvoir échanger. Donc voilà, c'est lourd, mais c'est tellement constructif, c'est tellement fédérateur. Donc c'est vrai que voilà, pour nous, c'est important de permettre, en dehors de notre festival, de nos festivals, de pouvoir aller à la rencontre aussi dans ces différents pays des professionnels et d'offrir à la fois cette visibilité et ce partage. Guilhem, dans le cadre de la Concorde, est-ce que il y aurait un accompagnement plus spécifique et plus poussé d'une initiative comme celle-ci, comme les trophées de la francophonie? Ça peut faire partie des chantiers, c'est clair. C'est l'objectif. On peut même imaginer un système de bourse avec des déplacements de certains talents ou alors de directeurs de festivals, de programmateurs au sein des festivals membres de ce réseau. C'est une option. Je pense que aussi soutenir sur le plan promotionnel des initiatives comme les trophées du cinéma francophone. Nicole m'a invité à rejoindre le groupe de sélection des films, et d'ailleurs ça m'a permis de trouver des films. C'est comme ça qu'on a vu un certain nombre de films africains, notamment aussi des courts-métrages qu'on a pu sélectionner à Cinémania. Oui, je pense que ça fait partie des chantiers. Après, on est vraiment au tout début. Je crois que la variété des sujets évoqués ce matin le montre. La Concorde, c'est une initiative très naissante qui, je l'espère, et d'ailleurs on s'enligne pour ça, prendra acte officiellement lors de la 28e édition de Cinémania en novembre à Montréal. Il y a beaucoup de chantiers, il y a pas mal de gens autour de la table, donc là aussi, il va falloir structurer. C'est aussi le danger de ces
ce type de réseau, hein. On parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'on met en place? Donc là, vraiment, horizon 2023, on veut vraiment mettre en place quelque chose de concret, avec plusieurs démarches, plusieurs initiatives. Ça fera l'objet de nos discussions. Mais c'est clair que s'unir pour mieux construire, ça porte bien son titre. Établir des systèmes à l'intérieur de notre groupe, des échanges, des projets, des programmes, des relations particulières avec des personnes comme Marjorie aussi au sein de TV5, c'est une option. Donc voilà, beaucoup de choses à travailler et on est prêt. Je pense qu'au lendemain de la pandémie, justement, c'est d'autant plus important. Par contre, je crois qu'on nous a dit qu'il restait vraiment juste comme Justement, 2 minutes. Il est en train de clôturer, justement. Ok, mais du coup, on n'a pas... Oui, justement, il Okay. clôturait notre échange. Et là, on va permettre au public ici présent d'échanger, de poser des questions sur les différentes thématiques abordées. Y a-t-il des questions dans l'auditoire? Tout a été parfaitement clair. Ou des réflexions, Berbel, tu as quelque chose par rapport au cinéma africain et la... Des réactions, Monsieur Bobia, peut-être, je ne sais pas. Oui, bonjour. Merci d'avoir cité le groupe francophone. C'est effectivement une initiative qu'on a lancée à Unifrance pour réfléchir sur le continent africain. Est-ce que les films français et francophones pouvaient avoir comme développement sur ce continent? On a appris beaucoup de choses depuis qu'on l'a lancé. Et c'est vrai que cette initiative de réunir les festivals francophones, moi, me semble très opportune parce que... comme vous le disiez, on n'est pas du tout dans une situation de concurrence entre festivals. Il y a au contraire une complémentarité. Et je pense que tous les échanges de programmation, les échanges de bonnes pratiques, il faut tous se mettre ensemble, unir pour mieux construire. Je suis d'accord avec le slogan. Je n'ai pas de questions particulières, c'est juste une petite réflexion. Merci. Quelqu'un d'autre a un mot à dire? Si je puis dire, c'est tellement le bonheur de vous voir et de pouvoir se parler, parce que j'ai vu des festivals qui créent des espèces de chambres où on a un avatar et on peut se rencontrer en tant qu'avatar. Et je dis non, ça m'intéresse vraiment pas. Et là, de voir des regards et des sourires, vraiment, ça fait du bien. Voilà, c'est ça le festival. Moi, je voudrais dire un grand merci, en tout cas, aux participants. C'est motivant. C'est motivant pour l'avenir, au Festival Hub et à Adela notamment. Donc merci de nous avoir accueillis. Puis je crois qu'il y a une dernière question peut-être. Oui, merci pour cette présentation. Alors enchantée, je m'appelle Carole Joly et mon amie Charlotte Urny. On est toutes les deux des anciennes de Sinando et on est indépendantes maintenant. On a été très intéressées par ce nouveau réseau. Et sachez que nous, on a des compétences à apporter dans ces domaines-là, s'il y a besoin de savoir comment faciliter, comment fédérer, comment construire des choses de manière collaborative. On a beaucoup travaillé sur ces sujets et on trouve ça passionnant de travailler sur ces sujets au service de la francophonie. Donc voilà, en tout cas, bravo pour ce nouveau réseau, c'est une super initiative. Alors on va se parler. Bonjour, je suis Direnda Spech, je suis la co-directrice du Festival international des films de la diaspora africaine à New York, Chicago, Washington DC et Paris. Et je connais une personne ici. Ma question en fait c'est comment est-ce qu'on s'inscrit au réseau? Parce que je suis arrivée un petit peu en retard et je ne sais pas si ça a été mentionné avant. Est-ce qu'il y a un espace concret ou un email, un site web, quelque chose? Alors pour le moment, en fait, on a réuni autour de la table une dizaine de membres pour installer le réseau, mais concrètement, déjà en communiquant avec Cinémania, qui est à l'origine de cette initiative. Et ensuite, en fait, dans l'avenir, il va y avoir probablement un système d'adhésion
pas trop élevé, mais pour permettre quand même aussi d'avoir un budget, parce que on l'évoquait, hein, il faut qu'une personne s'occupe de ça. Ça, c'est très important. Ça peut d'avoir une personne à l'année qui peut prendre à charge et animer ce réseau. Mais en tout cas, Cinémania, le festival Cinémania est le premier référent pour effectivement adhérer au réseau, apporter des idées. C'est très ouvert à l'heure actuelle. Merci. Vous êtes la bienvenue. Ah ben merci tout le monde. Merci. C'était merveilleux de se parler ce matin. Merci Séraphine. Merci Guilhem. Merci Voilà. de m'avoir invité. Merci à tous. Merci.